En décembre, c'est le marathon du don de Radio Courtoisie. Alors, la mission première de Radio Courtoisie, déjà, c'est la défense des valeurs traditionnelles, de la vérité et de la liberté d'expression la plus absolue dans le respect de la loi. Et nous avons pour principe, comme devise, de réinformer. Alors, la réinformation, c'est un mot qui est passé dans le langage commun aujourd'hui, mais il a été forgé à Radio Courtoisie. La réinformation, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est pas de la désinformation à l'envers, c'est le contraire de la désinformation. C'est-à-dire qu'on donne des faits vrais, et ensuite, on donne une interprétation qui, elle, est libre, mais encore une fois, l'exigence, c'est la vérité. Alors, si vous aussi, vous appréciez qu'on essaye de vous proposer autre chose que le robinet d'eau tiède des médias habituels... Oula, c'est tiède. Si vous appréciez qu'on essaye d'approcher avec vous de la vérité, eh bien, participez à notre marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite. Combien je vous dois ? C'est beaucoup trop cher. L'addition. Et pour cette dernière édition de la semaine, on retrouve l'ensemble de l'équipe, Arnaud, Louis Rigaudière, Maëlys avec moi donc en studio et notre partenaire Xavier Aimant. Bonjour Xavier Aimant. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Vous commencez comme d'habitude par votre édito. Alors voilà, ça y est, le gouvernement Barnier est tombé et la plus grande incertitude plane donc aujourd'hui sur l'avenir politique de la France. Alors face à cette situation, chacun y va de son commentaire, de son analyse, chacun envisage les diverses perspectives et toutes les hypothèses possibles, y compris, les plus insolites, voire les plus loufoques. Alors c'est ainsi que certains, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, vont même jusqu'à envisager un recours à Nicolas Sarkozy pour sauver le pays du chaos. Alors Nicolas Sarkozy, c'est un cas tout à fait particulier et assez intriguant au sein du monde politique. Car bien que son bilan à la tête de l'État soit tout aussi catastrophique que celui de ses prédécesseurs et de ses successeurs, et malgré les nombreuses affaires judiciaires assez peu reluisantes qui l'entourent, le mari de Carla conserve une indéniable popularité au sein de la droite. Alors c'est pour moi un absolu mystère, mais c'est ainsi. C'est sans doute comme en amour, il y a des choses qui dépassent la raison, qui ne s'expliquent pas. Alors ceci dit, et sans vouloir attrister excessivement les aficionados de l'ancien maire de Neuilly, il y a toutefois assez peu de chances qu'il revienne aux affaires. D'ailleurs, il a d'autres choses en tête en ce moment, et notamment, le pauvre, des soucis avec l'un de ses fistons. Et oui, car Louis Sarkozy, la nouvelle coqueluche des médias, avait cru bon, dans sa chronique de LCI du 29 septembre dernier, à propos de la situation au Proche-Orient, de faire la déclaration suivante, pleine de nuances et de finesse comme on va le voir. Alors je cite Louis Sarkozy, « Israël fait le travail de l'humanité. Qu'ils, comprendre le Hamas et le Hezbollah, crèvent tous. » Et donc, à la suite de cette déclaration où l'intelligence le dispute à la modération, le sieur Louis Sarkozy aurait reçu des menaces. Et oui, que voulez-vous, quand on souhaite la mort des gens, il arrive parfois que ces derniers en prennent légèrement ombrage et réagissent avec à peu près le même sens de la mesure. Alors rassurez-vous, je vous sentais inquiet pour la sécurité de Louis Sarkozy, apparemment ces menaces ne semblent pas très graves ni sérieuses, puisque les spécialistes de l'antiterrorisme de la place Beauvau ont estimé qu'elles ne justifiaient pas la mobilisation des hommes du service de protection des personnalités. Parce qu'il en a demandé quand même. Tout à fait. Mais alors donc, du côté des spécialistes, on dit que c'est pas la peine, mais Papa Sarkozy, lui, est resté très inquiet et a donc demandé l'autorisation de prêter à son fiston l'un des 5 officiers de sécurité attachés à sa personne, oui, rien que ça, pour assurer donc la protection de Louis Sarkozy. Alors, c'est une magnifique démonstration d'amour paternel, mais qui reste néanmoins à la charge du contribuable français. La famille Sarkozy n'ayant apparemment pas le moins du monde envisagé de solliciter un service privé de protection. Il est vrai qu'on ne fait pas de politique pour devoir sortir de l'argent de sa poche. Ça se saurait. Les efforts, les sacrifices, c'est bon pour le populo, les gueux, les sans-dents. Un constat d'ailleurs confirmé par l'attitude de l'ancien Premier ministre Elisabeth Borne, qui, je cite, s'oppose aux efforts demandés par Michel Barnier aux anciens Premiers ministres et ministres pour réduire le coût du train de vie de l'État. Alors la défense des avantages acquis n'est donc apparemment pas l'apanage de la seule CGT. Alors bien sûr, tout cela pourrait paraître assez largement anecdotique si tous ces petits faits ne nourrissaient pas un désagréable fumet
respirée par un nombre croissant de Français, une odeur désagréable de mépris de classe et de vase clos, une senteur émétique qui nourrit le sentiment que tous ces braves gens qui nous gouvernent ne sont pas là, et n'ont jamais été là, pour servir, mais pour se servir, et que la situation de la France et des Français est malheureusement loin d'être leur principale priorité. Merci beaucoup Xavier Aimant pour cet édito et on en parle maintenant avec le reste de l'équipe. L'addition. Alors déjà, je tiens à souligner que nous avons aussi déjà reçu des menaces. J'aimerais bien que l'État s'engage pour nous protéger, ou au moins peut-être Nicolas Sarkozy, qui sait. Louis Rigaudière, Louis, parlez-nous de Louis Sarkozy. Je sais que vous l'avez suivi récemment dans ses différentes... Oh oui, non, mais il a parfois des analyses très pertinentes, mais il a le sens de la formule, le sens de, comme on dirait en mauvais français, de la punchline. Et c'est un petit peu ce qu'il cherche parfois. Et, la phrase coup de poing, la Louis phrase Rigaudière. coup de poing. Non, mais c'est pour ça que j'avais précisé en mauvais français quand même. Mais pas français du tout. Même. Oui, je sais. Mais il a quelque part, sur certains sujets, il a de bonnes analyses, mais c'est vraiment quelqu'un qui recherche absolument la phrase forte, absolument sur des thèmes. Et c'est vrai que sur ce cas-là, dans le Hezbollah, il va parfois très très loin, et ce qui lui vaut des menaces très très importantes. Mais bon, ça c'est en tout cas le personnage médiatique qu'il cherche à se construire, et pour l'instant, ça a l'air de marcher en tout cas. Est-ce que vous pensez que sa bonne analyse aurait suffi à le faire connaître, à lui donner ce rôle dans les médias, ou bien est-ce que non, joue quand même. Dans les médias, ce qui compte avant tout, c'est la manière dont on va valoriser ses arguments, et si on a une bonne analyse, ça aide forcément toujours, mais c'est vraiment la forme qui compte d'abord et avant tout. La télé, les médias, ça reste quelque part un peu, il y a du divertissement forcément, et la forme prend le pas sur le fond, bien sûr. Alors, en parlant de forme, on peut aussi parler de l'intervention d'Emmanuel Macron hier soir, puisque c'était parfaitement théâtralisé. Moi, j'ai été frappée de voir la façon dont il travaillait ses phrases, ses gestes. J'ai fait du théâtre, pour tout vous dire, chers auditeurs, et j'avais vraiment l'impression d'être face à quelqu'un qui avait répété son rôle. C'est dommage parce qu'on sent pourtant qu'il essaie quand même de se rapprocher des Français. Souvent, c'est un échec, mais... Et alors là, au contraire, on assiste de loin à ce qui se déroule sur scène, quoi. Oui, puis il a une faculté à parler pour ne rien dire, c'est quand même ça, vraiment, son intervention, si on devrait la définir, c'est du temps perdu, tout ça pour ça, finalement, et qu'on s'attendait, il y avait vraiment des journalistes qui essayaient d'émettre quelques hypothèses. Quelle annonce, quelle mesure va-t-il annoncer, sa démission, pourquoi pas? Bon, ça, c'était vraiment une hypothèse qui était la moins probable, mais en tout cas, nommer un Premier ministre avant l'arrivée de Trump pour Notre-Dame, ça aurait été un objectif intéressant. Mais au final, on a eu, comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans mon sondage, quelques petites leçons de morale et un mea culpa. On nous promettait un mea culpa, mais qui n'en était pas un du tout finalement. Même à l'inverse. Xavier Aimant, vous avez suivi l'intervention d'Emmanuel Macron ? Oui, je l'ai suivi parce que je m'attendais un peu comme tout le monde à justement des annonces un peu fracassantes, parce qu'il est quand même assez spécialiste, il est assez bon pour surprendre et pour prendre parfois des contre-pieds assez radicaux. Et oui, ça a été de l'eau tiède, avec une petite tentative de dramatisation sur le fait qu'il y avait un front anti-républicain qui se mettait en place, et donc lui était le garant évidemment de cette formidable république qui nous a mené à la situation dans laquelle nous sommes. Oui, c'est ça qui est un peu... parce que j'attendais en fait cette intervention pour... éventuellement rédiger un édito là-dessus, mais il n'y avait rien. Donc il y avait rien à dire de particulier. Donc on attend, on va voir. Ça va encore être des tractations, ça va être encore des supputations. Donc voilà, du vide en effet. C'est pas la première fois, c'est maintenant, depuis que le Covid s'est terminé, on était habitué un petit peu, dès que Macron parlait à 20h, pendant le Covid notamment, à ce qu'il nous annonce des mesures extrêmement fortes ou la fin de mesures extrêmement fortes. Et... Surtout qu'il se fait rare dans les médias, et depuis le début de cette crise, il est assez discret. Alors on s'est dit, là, il va prendre la parole, c'est pour une bonne raison, il revient actif. Et il se cache un petit peu, surtout depuis la dissolution, et surtout si la dissolution a eu lieu, attention, c'est pas de sa faute, c'est vous qui n'avez pas compris en fait le principe de la dissolution. Il reporte vraiment la faute sur les autres, sur cette vraiment de dissolution que même ses proches n'arrivent pas à comprendre, et qui a déclenché ce blocage unique dans la Ve République, et dont il n'existe pour l'instant aucune solution vraiment, mis à part la démission, pour en sortir. Comme vous, hier soir, j'imagine, Louis, peut-être vous aussi, Xavier Aimant et Maëlys, mais j'écoutais CNews, et il faisait un parallèle intéressant entre Emmanuel Macron et Ponce Pilate, et c'est vrai qu'il se met dans ce rôle très détaché de simple arbitre entre deux camps qui s'entretuent, et puis il laisse tout s'embraser en expliquant que de toute façon, lui, il n'est pas celui qui a
qui a monté le bûcher, quoi. C'est quand même assez fort comme image. Vous en pensez quoi, vous, de ça, Xavier Aimant ? Il peut difficilement faire autre chose. Il ne va pas s'auto-flageller en expliquant que tout est de sa faute. Il pourrait, ça serait assez digne d'ailleurs. Vous ne pensez pas que ça rassurerait les Français d'une certaine façon de se dire c'est bon, mais c'est il bien prend la mal le mesure des connaître. choses Ce serait bien mal le connaître parce que c'est quand même quelqu'un qui a une très haute opinion de lui-même et on le voit mal accepter ses erreurs et surtout les reconnaître publiquement. Donc là, il se retrouve en effet dans une situation assez compliquée où il essaie de prendre cette posture en effet surplombante en renvoyant dos à dos ce qu'il appelle les extrêmes. C'est un peu une position facile, mais on voit mal ce qu'il pourrait moi, je vois mal ce qu'il pourrait faire d'autre, à part en effet démissionner, qui serait la seule sortie par le haut, entre guillemets, qui lui était offerte. Et c'était vraiment une personnalité, une posture qu'avait Emmanuel Macron et qu'on ne retrouvait pas justement et qui était un petit peu opposée à Michel Barnier, où là, on avait un petit peu plus de sagesse, un petit peu plus d'autocritique et beaucoup plus de recul. Et d'ailleurs, apparemment, les deux ne s'entendaient pas vraiment et que la motion de censure arrange plutôt finalement Emmanuel Macron, puisqu'il en ressort finalement gagnant, parce qu'il y avait vraiment des éléments dans ce budget qui allaient contre sa politique et forcément, voilà. Mais en tout cas, sur la forme, Michel Barnier ne représentait pas du tout ce que représente actuellement Emmanuel Macron. Donc voilà, la motion de censure tombe bien pour lui. Emmanuel Macron ressort gagnant de la motion de censure, oui et non, puisqu'il y en a beaucoup qui considèrent que cette motion de censure, elle ne censurait pas, au-delà de censurer le gouvernement Barnier, c'était surtout une censure d'Emmanuel Macron à laquelle on a assisté. Oui, il y a un peu de ça forcément. Et c'est vrai que l'élément qui a provoqué la motion de censure, c'est parce que Michel Barnier a refusé de reculer sur une des dernières lignes rouges du Rassemblement national, qui était l'indexation des retraites, ou la désindexation, voilà, j'ai un doute. Mais alors que c'est vrai qu'on a une dette abyssale et c'est pour le coup une des mesures qui mériterait en tout cas d'être discutée. Mais c'est vrai que cet élément-là est intéressant à noter. Xavier Aimant, est-ce que vous pensez que notre système politique est encore en mesure d'assurer la fameuse stabilité politique dont tout le monde parle, ou est-ce qu'il faut en changer ? Je pense qu'il faut clairement en changer. C'est une fin de règne, c'est une fin de système. Pour moi, c'est peut-être d'ailleurs la seule bonne nouvelle actuellement, parce que cette motion de censure, elle est quand même très discutable, je dirais, et elle nous plonge dans une situation qui n'est pas très simple. Moi, par rapport à cette motion de censure, je suis un peu partagé en fait entre mon cœur et ma raison, si vous voulez. Mon cœur me dit que tout ce qui peut mener justement à la fin de ce système et à un véritable renouvellement des institutions est bon à prendre. Et donc dans ce cas-là, c'est plutôt une bonne chose parce qu'en effet, ça met un coup de pied dans la fourmilière et il va forcément se passer quelque chose. De l'autre, ma raison me rappelle que la politique du pire est souvent la pire des politiques et que les perspectives qui s'offrent à la France sont quand même assez inquiétantes, notamment celle qui n'est pas totalement écartée d'un gouvernement NFP. Parce que ça, ça reste une possibilité. Ils peuvent constituer une majorité. Et le fait de voir Monsieur Retailleau remplacé par Louis Boyard ou voir Sandrine Rousseau au ministère de la Culture, Raphaël Arnaud à la justice. Ça ne me paraît pas des perspectives très encourageantes et enthousiasmantes. Oui, non, il y a quand même peu de chances que ça arrive malgré tout, puisque le PS vient d'annoncer qu'ils acceptaient de discuter avec le bloc central et les Républicains pour éventuellement discuter sur certaines mesures et pourquoi pas former un gouvernement. Donc le PS semble un petit peu s'écarter du nouveau Front populaire, mais c'est vrai que ça reste un petit peu... tout est possible. Tout est possible, c'est vrai. Ça, c'est aujourd'hui. Demain, il y aura peut-être d'autres... Au moindre coup de vent, on voit la capacité avec laquelle ils ont à nouveau tous s'agglutiner. Oui. Et puis le PS ne serait rien sans les Insoumis, évidemment, parce que ils sont un petit peu dépendants de ce nouveau Front populaire qui permet leur existence. Bon, maintenant, la question, c'est qui va succéder à Michel Barnier ? Est-ce que vous avez un pronostic, Xavier Aimant ? Alors, je suis assez mauvais, donc en général, quand je dis quelque chose, ça va pas se passer. Mais c'est une information en soi. Mais quelle est la personnalité qui a le moins de chances d'être censurée, le moins de risque d'être censurée, selon vous ? François Bayrou me semble pas complètement mal placé. Oui, c'est une des listes proposées, un des noms proposés. Je le vois assez capable, justement, avec
ce côté centriste, spécialiste des petits arrangements un peu mielleux, capable peut-être d'organiser autour de lui une majorité, en effet, de centre allant des socialistes au centre droit, à une partie de la droite, etc. Il a un peu le profil, je trouve, pour ça. Sinon, je vois pas vraiment quelqu'un qui se détache particulièrement à part lui. Bon, on sait que Ségolène Royal a fait part de sa candidature au nom. Assez pathétique, il faut le dire. Au nom des. En plus, elle le conclut en disant je le dois à toutes les femmes et petites filles de France, mais ça n'a aucun sens. Non, c'est lunaire. Merci, ça c'est pour l'aspect assez. Je pense que Maëlys et moi, en tout cas, en tout cas, oui. Un peu anecdotique, mais non, en effet, en dehors de François Bayrou, je vois pas de. Il y a Le Cornu qui est aussi cité. Et Lucie Castet. Et non, pas vraiment pour l'instant, en tout cas. Oui, d'accord. Mais c'est vrai que Bayrou et Le Cornu, en tout cas, ce sont deux personnalités. Le Cornu qui accepte de parler avec le RN, qui considère le RN, donc ça c'est un élément important pour éviter la censure, et Bayrou qui a donné des parrainages. Souvenez-vous, en 2022, le RN, comme toutes les élections maintenant, rencontre des difficultés pour engranger des parrainages, et François Bayrou à ce moment-là a distribué les parrainages qu'il avait lui en trop au Rassemblement national et à d'autres candidats. Donc c'est un élément de respect qui lui évitera potentiellement la censure, mais pour l'instant c'est Le Cornu et Bayrou qui seraient en tout cas les plus favorisés pour Matignon. Chers auditeurs, donnez-nous vos pronostics concernant le nom du nouveau Premier ministre. Attention, pas celui que vous souhaiteriez, mais celui que vous pensez la nuance est importante. Voilà. Oui, c'était le cas quand je citais Bayrou, je rassure les auditeurs. Bien sûr. C'est trop tard, on sait ce que vous pensez désormais. Et les ministres comme Retailleau ou d'autres, qui étaient, on a vu aussi le ministre délégué à l'Éducation nationale sur les programmes scolaires qui avait dénoncé la théorie du genre, et ça peuvent, pourquoi pas, rester aussi à leur poste. Ça ne veut pas forcément dire que les ministres vont tous partir et que ça va être le grand chamboule-tout. Faut juste noter ça. Oui, parce que beaucoup s'inquiètent de la position de Retailleau, mais bon, il n'est pas forcément encore sorti du jeu. On peut parler de Jean-Luc Mélenchon aussi, dont on n'a pas encore prononcé le nom, mais alors il y a eu beaucoup de réactions face à sa posture pendant les débats concernant la motion de censure. Il s'affichait vraiment une fois de plus comme un tribun en haut de l'estrade, c'est pas en haut du balcon, et puis il avait cette tête hilare en regardant les débats. Attentivement, oui. Il a encore de l'affluence, c'est pour vraiment montrer qu'il est encore là. Et on parlait de Ponce Pilate, pour rester dans les analogies, on pourrait parler presque maintenant d'un empereur romain, c'est ce que beaucoup ont dit, qui attendait de baisser ou lever son pouce pour mettre à mort Michel Barnier. Oui. Vous en pensez quoi, vous, de ça, Xavier? Oui, alors pour le coup, c'est vraiment une posture, parce que celle qui a baissé le pouce, c'est Marine Le Pen. C'est elle qui a tué Michel Barnier. C'est pas Jean-Luc Mélenchon, même s'il se plaît peut-être à le croire. Mais donc c'est la posture. Mais il reste en effet la figure tutélaire de la gauche et de l'extrême gauche, et il a encore, à mon avis, des cartes à jouer dans le futur. Et justement, cette façon un peu de prendre de la hauteur. À mon avis, c'est le signe qu'il se met un peu en réserve pour les échéances présidentielles, etc., qui se dessinent, et il veut pas trop entrer dans l'arène avant cette échéance-là. C'est leur objectif, de provoquer une présidentielle anticipée. En tout cas, c'est vraiment ce qu'ils veulent à travers cette motion de censure, et enfin rencontrer Marine Le Pen en face à face. C'est clairement l'objectif qu'ils ont, et certains l'ont même déclaré. En tout cas, c'est sûr que toute cette crise politique depuis les législatives, ça affirme définitivement le nouveau rôle politique du Rassemblement national. Hier, Georges Fenech expliquait que c'était peut-être cette motion de censure le premier acte politique du Rassemblement national. On ne parle pas de se présenter à des élections, etc., mais le premier acte politique stratégique posé depuis même les années du Front National. Qu'est-ce que vous en pensez, Xavier Aimant, de cette affirmation? Alors moi, je suis assez circonspect, on va dire, sur cette question. Je comprends pas tout dans la stratégie du Rassemblement national. Enfin, en tout cas, j'ai du mal avec la temporalité. Je comprends pas pourquoi on a soutenu ce gouvernement pendant 2 mois pour tout d'un coup le faire tomber sur quelque chose qui est sans doute important, mais qui à mon avis, n'est pas un des sujets fondamentaux pour les Français. Il y a la concomitance avec la question de la possible inéligibilité de Marine Le Pen qui fait planer quand même un doute sur le fait que peut-être que c'est une stratégie à courte vue pour justement provoquer une élection présidentielle avant que Marine Le Pen ne soit inéligible. Donc là, on tomberait un peu dans une tambouille
politique qui n'est pas très ragoûtante. En fait, je vois pas tellement. Ce qui me gêne un peu là-dedans, c'est que je vois pas le contre-projet. Je vois pas le plan B qu'on propose face à Michel Barnier. Ok, ce budget n'est pas bon, on vote contre, pourquoi pas. Mais est-ce que le budget donc qu'on va avoir, c'est-à-dire celui du précédent gouvernement, était si formidable que ça? Qu'est-ce qu'on propose comme alternative? Je trouve que ça se discerne pas très clairement. Et c'est pour ça que moi, ce qui me gêne un peu dans tout ça, c'est que j'ai l'impression de voir beaucoup de stratégie politique, beaucoup d'ambition, beaucoup de calculs, et pas beaucoup de sens de l'intérêt général et de la France. Et de hauteur de vue et de projection, finalement, une fois de plus, on est dans de la politique de l'instantané. Oui, c'est en tout cas ce qu'il considère le RN, c'est que le budget 2024 est moins pire que le budget 2025 qui était proposé, parce que dans cet élément, j'espère ne pas me tromper, mais que les retraites étaient indexées cette fois sur l'inflation pour le budget 2024 et que ça n'allait pas être le cas pour 2025. Mais c'est vrai que Michel Barnier avait opté pour une stratégie de retrait vis-à-vis du RN, et même dans son propre camp. On avait reçu Manon Bouquin, qui est député Rassemblement National, qui nous avait bien expliqué que Gabriel Attal avait eu un rôle central pour justement bloquer toute négociation, discussion avec le Rassemblement National. Et ça a provoqué forcément un espèce de mépris mutuel qui s'est fait. Et Michel Barnier a un petit peu sous-estimé vraiment l'influence qu'avait Marine Le Pen. Elle en a eu marre de ne pas être reçue, de ne pas être écoutée. Et Michel Barnier a tenté de rattraper son retard, mais vraiment ça sonnait faux. Et les concessions multiples, après, voilà, ça ne pouvait qu'arriver finalement. Est-ce que l'équipe veut encore dire quelques mots sur ce sujet? Arnaud, Maëlys? On passe à la suite. On va parler un peu de Syrie. Alors là, on risque de moins rigoler, malheureusement. Xavier Aimant, vous avez suivi la situation là-bas. Est-ce que vous voulez commencer par nous en dire quelques mots? Oui, je l'ai suivi, évidemment, parce que c'est quelque chose qui est pour moi très, très grave. C'est la résurgence et le renouveau de l'État islamique qu'on croyait plus ou moins éradiqué, ou en tout cas contenu dans ces bases syriennes un peu sous contrôle. Et donc on voit cette offensive qui a surpris à peu près tout le monde, parce que tout le monde avait le regard sur d'autres zones de conflit. Et là, apparemment, la situation est quand même très mal embarquée pour le régime syrien. Les principales villes tombent. Apparemment, l'armée ne reprend pas du tout le contrôle des opérations, et donc on pourrait assister à un basculement du régime, et donc à une prise de contrôle de l'État islamique, qui est quand même, il faut le rappeler, l'organisation à l'origine des attentats commis notamment en France et en Europe, qui est une organisation d'extrémistes fanatiques fous, et dangereux évidemment, et dangereux surtout pour les intérêts français et européens, qui sont ceux qui moi me préoccupent en premier. Et ça a vraiment été une surprise, et ça montre aussi, je crois que c'est intéressant d'un point de vue aussi de l'analyse politique, c'est de montrer à quel point le monde est complexe et la géopolitique est complexe, et appeler certains commentateurs et certains analystes à un petit peu de mesure, parce qu'en fait, pourquoi il y a eu cette offensive et ces victoires de l'État islamique? C'est parce que le Hezbollah a quasiment été éradiqué par Israël, ce qui peut être considéré comme une bonne chose sur certains plans, mais c'est évidemment parce que l'Iran et le Hezbollah sont particulièrement affaiblis que l'État islamique a pu mener cette opération, et va peut-être prendre le contrôle d'une partie, en tout cas, ou de la totalité de la Syrie, avec les conséquences dramatiques que ça va avoir, notamment pour les minorités religieuses, et au premier rang desquels les chrétiens d'Orient. Donc les gens qui se sont réjouis à corps et à cri de la croisade, de la réussite de la croisade israélienne contre le Hezbollah, ils n'avaient pas prévu ce cas de figure-là. C'est-à-dire qu'en fait, ok, on n'aura plus le Hezbollah, on va avoir l'État islamique. Est-ce qu'on y gagne? Je suis pas sûr. Et surtout, est-ce que la France et l'Europe y gagneront? Encore moins, puisque l'État islamique, lui, il est dans une guerre de djihad mondiale. Il ne s'agit pas de combattre de guerre régionale, etc. Et c'est lui, encore une fois, qui est à l'origine de la plupart des attentats commis sur notre sol. Donc vous voyez,
rien n'est jamais simple, rien n'est jamais binaire, rien n'est jamais manichéen. Et ça invite à une certaine prudence quand on analyse les faits, surtout qui se passent dans des régions aussi complexes que le Moyen-Orient, enfin le Proche-Orient. Oui, effectivement, comme vous le dites, ça prend une proportion mondiale désormais, puisqu'on n'est plus sur des causes et des organisations plutôt nationalistes, mais désormais, les conséquences pour la France, quelles vont-elles être ? Parce qu'on va être tenté, j'imagine, la question va se poser de savoir si on intervient ou non, et puis d'ailleurs, on pourrait s'imaginer que c'est peut-être bienvenu, puisqu'on donne quand même d'une certaine façon notre soutien à Israël depuis le début du conflit, et donc vous avez parlé de toutes les conséquences que ça a pu avoir. Maintenant, ça pourrait avoir des répercussions dans notre sécurité intérieure. Aujourd'hui, on le sait. Parmi les immigrés vivant en France, il y en a aussi beaucoup qui importent les conflits de leur pays ici et qui tentent de se venger sur notre sol de ce qui se passe ailleurs. Est-ce qu'on doit craindre dans les mois à venir des répercussions de ces attaques, Xavier Aimant ? Alors peut-être pas dans les mois qui viennent, mais à terme, je le crains, parce que ça va redonner en effet de l'ampleur, des ambitions, entre guillemets, à l'État islamique. S'il fait tomber Assad, c'est une très grande victoire pour eux, et ça va relancer une dynamique qui peut avoir des conséquences très concrètes, en effet, sur notre sol, quand on connaît en effet l'infiltration, on va dire, de certains milieux islamistes radicaux dans notre pays et dans plusieurs pays d'Europe. Et c'est ça qui, moi, m'inquiète grandement. Est-ce qu'on va intervenir ? Non, on n'interviendra pas, parce que c'est une région où, en fait, ceux qui peuvent intervenir, ce sera certainement, enfin c'est déjà actuellement, mais ça peut être la Russie qui renforcera son aide dans la région. Nous, je pense pas qu'on ait ni les moyens ni l'intention de le faire, d'autant qu'on a vraiment clairement choisi un camp dans le conflit actuellement au Proche-Orient, et que c'est pas forcément les intérêts. Le régime syrien est un ennemi héréditaire, on va dire, d'Israël, et Israël ne voit pas d'un très mauvais œil le fait qu'il soit vaincu. Donc je pense pas qu'on ira soutenir le régime de Bachar el-Assad. Et de la même façon, on peut quand même s'étonner que, comme vous dites, Israël voit ça, peut-être, en tout cas pas d'un mauvais œil, pour faire un euphémisme, mais bon, finalement, si la Syrie tombe, on a quand même la création d'un bastion de l'État islamique, c'est assez effrayant, même pour Israël. Oui, alors en fait, le risque, c'est qu'en fait, ça va être surtout un pays totalement atomisé, avec des chefs de guerre qui vont continuer, des résistances, et donc un État qui n'aura pas les moyens de faire de guerre extérieure. Et c'est ça l'intérêt d'Israël. Israël s'est toujours méfié des États nationaux, notamment laïques, qui fonctionnent bien et qui donc à terme ont une puissance économique, militaire, qui leur permet de peser à la fois sur ce plan géostratégique et militaire dans la région. Quand vous avez un pays comme la Syrie qui va être totalement atomisé par le conflit, et ce n'est plus un danger à court terme. Et surtout, l'ennemi c'est un ennemi historique qui va tomber, si Bachar el-Assad tombe. Et au niveau du récit national, ce sera aussi une victoire pour Benjamin Netanyahou. Ouais. Merci beaucoup Xavier Aimant d'avoir été avec nous aujourd'hui. 2 sujets traités avec brio, bien que très différents. On vous dit à dans 2 semaines pour continuer à parler d'actualité avec vous. Avec plaisir. Merci, et donc à très bientôt. Merci au reste de l'équipe également. Merci.